coup, on va pouvoir commencer. Juste pour être sûr que tout le monde est au bon endroit. Donc la thématique, c'est vraiment de favoriser comment est-ce qu'on peut faire pour favoriser l'inclusion de salariés au parcours et aux origines diversifiées en entreprise. Je vais laisser la parole du coup à Valérie et à Alice qui vont nous en dire plus sur qu'est-ce qu'elles font concrètement à leur niveau. Pour moi, l'objectif, c'est toujours partager aussi en transparence, qu'on sait que c'est pas évident d'intégrer des personnes avec des profils assez divers. Donc elles partagent aussi bien sur leur réussite, mais aussi leur raté, qu'est-ce qu'elles en ont appris, pour que ça vous serve aussi pour peut-être une première feuille de route. Donc je vous laisse vous présenter rapidement, dire pourquoi ce sujet vous tient à cœur, et après on partira sur vos apprentissages. Est-ce que je commence ou... Allez-y. D'accord. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon, ça a l'air de marcher. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, je suis Alice Maréchal et je suis en charge depuis un peu plus de 3 ans maintenant du programme d'insertion de Lemonade. Donc Lemonade, c'est une jeune entreprise d'insertion qui a été créée en 2016 et qui est installée en Seine-Saint-Denis à Pantin. L'activité de la structure, c'est une activité de gestion logistique de déchets recyclables. Donc on va faire notamment de la collecte, du tri et du conditionnement de matière. Lemonade est la filiale d'une autre entreprise que vous connaissez peut-être qui s'appelle Lemon Tree, qui est une structure qui va proposer différentes solutions pour aller booster la collecte des emballages en dehors de chez les particuliers, donc dans plein de contextes en hors foyer finalement. Lemonade a la spécificité d'être une entreprise d'insertion. Donc on est une entreprise qui est conventionnée avec l'État, qui est reconnue comme telle par les pouvoirs publics. Donc on a une convention notamment avec le département de la Seine-Saint-Denis et également à Marseille avec le département des Bouches-du-Rhône. Et donc en tant que telle, notre mission principale, notre vocation première, c'est vraiment d'accompagner vers l'emploi durable des personnes qui sont éloignées du marché du travail pour tout un tas de raisons que je développerai ensuite. Donc c'est au cœur, si vous voulez, de l'ADN de l'entreprise. Et donc, pourquoi est-ce que ce sujet d'inclusion nous tient à cœur? Je pense que je l'ai plus ou moins dit. Mais peut-être plus spécifiquement sur la partie quartier prioritaire, c'est vrai qu'on est installé dans 2 des territoires de France où les taux de chômage sont les plus élevés. Donc ça fait d'autant plus sens de recruter des personnes issues de ces quartiers pour avoir une vraie connexion entre l'activité de l'entreprise et le territoire dans lequel on intervient. D'autant qu'on intervient dans un secteur, donc celui du recyclage et de l'économie circulaire, qui est un secteur qui est extrêmement porteur en termes d'emploi, puisque donc on a un chiffre de l'ADEME qui dit que d'ici 2030, on a plus de 300 000 créations d'emplois qui sont attendues dans ce secteur. Il y a aussi beaucoup de ces emplois qui peuvent être tout à fait accessibles à des personnes avec des niveaux de qualification qui sont faibles ou même voire pas de qualification. Et donc, du coup, ça prend tout son sens de cette manière. Et peut-être, pour terminer, d'un point de vue plus personnel, moi, en tout cas, le fait de travailler dans une structure comme celle-ci, ça donne beaucoup de sens à mon travail au quotidien. Et je sais que je côtoie au quotidien des personnes qui ont des parcours qui sont très divers et que c'est a priori des personnes que si Lemonade n'était pas entreprise d'insertion, je n'aurais probablement pas eu l'opportunité de rencontrer dans mon parcours de vie classique et ça aurait été bien dommage. Merci beaucoup. On va essayer de ne pas casser la technique. Alors, donc moi, je suis Valérie Sclavon-Perronnet, je suis la DRH du groupe Massif. Alors, le groupe, on est une structure aujourd'hui, c'est un groupe d'assurance mutualiste qui regroupe aujourd'hui pas loin de 6 millions de sociétaires clients. Et on est donc sur une activité qui n'est pas forcément une activité très exotique, qui est celle de l'assurance. Et donc, on intervient sur tous les domaines de protection des personnes et des biens. La Massif, c'est une entreprise qui a eu 60 ans cette année. Donc, c'est quand même une entreprise qui est aujourd'hui bien installée, qui a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires d'un peu plus de 6 milliards d'euros. On est le premier assureur auto en nombre de contrats en France et on est le leader de l'assurance de roues. C'est un groupe qui est réparti aujourd'hui France entière, puisqu'on est installé absolument partout en France et pas forcément que dans des grandes villes. Et on est aujourd'hui un groupe d'à peu près 10 400 salariés. Alors pourquoi on est là, nous, aujourd'hui? Déjà du point de vue du groupe, je l'ai dit, on est une structure d'assurance mutualiste.
Donc ça a tout son sens, hein. On fait clairement partie du milieu de l'économie sociale et solidaire et on le revendique haut et fort. Et depuis son origine, si on devait qualifier la Massif, on emploierait une terminologie qui est très usitée aujourd'hui, c'est que c'est une entreprise à mission. Alors même si effectivement on ne se présente pas comme ça, il n'en reste pas moins que dans notre ADN, il y a fondamentalement une mission d'engagement et j'aurai l'occasion de vous présenter un peu après. Donc de par les valeurs à la fois mutualistes et humanistes qui sont les siennes, c'est un groupe qui est engagé de très longue date dans la prise en compte des grands enjeux de société, des grands enjeux économiques, qu'on va retrouver à la fois dans l'exercice même du métier d'assurance qui est le nôtre, puisqu'on a un certain nombre de dispositifs qui viennent en aide aux personnes les plus fragilisées, dans la construction même de nos contrats. C'est une dimension qui est extrêmement forte. Et puis, c'est aussi un principe qui va guider toute notre action, puisqu'en réalité, on va avoir 3 grands domaines d'intervention politique, si on peut dire, que sont l'inclusion, la protection de l'environnement et la jeunesse. Donc la prise en compte de la problématique qui est celle qui nous occupe aujourd'hui, elle est clairement au cœur même du fonctionnement et de l'ADN du groupe Massif. Et après, de manière plus personnelle, déjà en tant que DRH et a fortiori quand on est le DRH du groupe Massif, moi je pense qu'il est extrêmement important qu'on ait une cohérence, qu'on ait une sorte de colonne vertébrale entre les engagements sociétaux qu'on peut prendre à l'extérieur du groupe, et puis l'incarnation même de ces engagements à l'interne vis-à-vis de nos collaborateurs. Alors pourquoi je dis ça? C'est que, en fait, moi je considère que quand on a cette colonne vertébrale, d'abord ça donne tout son sens vis-à-vis de nos collaborateurs sur le caractère finalement peut-être un peu différent du groupe dans lequel ils sont. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi un élément de fierté. Élément de fierté qu'on a pu constater d'ailleurs dans la période qu'on a tous vécue, puis qu'on continue de vivre, où le groupe Massif a, de manière très résolue, fait acte de solidarité en donnant un certain nombre de fonds financiers. Et on a pu voir qu'effectivement, pour les collaborateurs, cette implication-là du groupe sur des causes qui nous sont chères, à nous, hein, que je n'y reviens pas, hein, l'inclusion, la jeunesse, etc., sont des éléments effectivement de fierté et d'appartenance extrêmement forts. Merci beaucoup. Du coup, l'idée maintenant, c'est de rentrer vraiment dans le concret de vos politiques respectives. Du coup, les motrices, c'est vraiment au cœur de votre modèle en tant qu'entreprise d'insertion. Mais je pense toutes les deux, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer par partir par le global, combien de personnes avec des profils diversifiés sont insérés chaque année, avec quel type de parcours, pour qu'on ait un petit peu la vision globale. Je vous laisserai du coup chacune présenter ces éléments-là. Puis ensuite, on en viendra aux apprentissages et puis difficultés éventuelles qui vont bien sûr avec ces politiques que vous avez pu mettre en place. Ok. Alors, du coup, chez Lemonade, on a mis en place un programme d'insertion, un parcours d'insertion de 8 mois, donc que je vais vous décrire. La première étape, c'est bien sûr de recruter les personnes qu'on cherche à insérer. Donc nous, il nous tient vraiment à cœur d'avoir des équipes aussi diversifiées que possible. Donc on va avoir dans nos équipes des profils vraiment très variés. On va avoir des bénéficiaires de minima sociaux, on va avoir des habitants de quartiers prioritaires de la ville, on va avoir des publics réfugiés, on va avoir des travailleurs en situation de handicap, des personnes qui sont sous main de justice, de tout âge. Voilà, on a vraiment des profils qui sont très variés, ce qui apporte une grande richesse à l'équipe. Et ce qu'ont en commun l'ensemble des personnes dans nos équipes, c'est de cumuler un certain nombre de difficultés d'accès à l'emploi, enfin, en tout cas un certain nombre de freins périphériques qui vont rendre la recherche d'emploi plus compliquée. J'entends par là des difficultés en termes de logement, peut-être des difficultés en termes de mobilité, des problèmes de maîtrise de la langue, des problèmes de maîtrise du numérique, voilà, un ensemble de facteurs sociaux qui vont faire que l'accès au marché du travail est plus difficile que pour d'autres. Donc on accueille ces personnes de manière collective, donc on fonctionne toujours par groupe. On accueille les personnes par équipe de 6 à 10 qui démarrent en même temps et terminent en même temps. Et on leur propose un parcours de 8 mois
Et l'objectif, au terme de ces 8 mois, c'est de pouvoir accompagner les personnes qu'on a recrutées vers l'emploi durable, donc soit vers un emploi stable dans une entreprise ou ailleurs, soit dans une entrée en formation qualifiante, par exemple. On va vraiment s'adapter aux projets professionnels et personnels de chacun. Pendant ces 8 mois, l'idée, c'est avant tout de renouer avec le monde du travail dont ils ont pu être parfois éloignés pendant un bon moment. Donc reprendre l'habitude d'aller travailler, récupérer les codes du monde de l'entreprise, se former sur des nouveaux métiers qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, extrêmement porteurs. Donc chez nous, on met un point d'honneur à ce que tout le monde soit polyvalent. Donc l'ensemble des salariés va être à la fois sur des activités de collecte, mais aussi sur des activités d'entrepôt. Et en fait, ils n'apprendront pas du tout la même chose. Ce qui fait qu'au terme des 8 mois passés chez nous, ils ont développé tout un tas de compétences finalement assez transverses aux métiers de l'économie circulaire, mais en fait de la logistique et de l'industrie au sens large, qui pourront ensuite aller valoriser dans beaucoup d'entreprises à la sortie du parcours Lemonade. Donc ça, c'est une vraie force du modèle. Et ensuite, on bloque 20%, l'équivalent de 20% du temps de travail des salariés lycées sur les 8 mois pour de la formation. Donc il y a à la fois de la formation vraiment telle qu'on l'entend, où on finance par exemple des passages de permis, donc un permis qui s'appelle le CACES, qui est un permis qui sert à conduire des engins de manutention, qui est vraiment très important pour être recruté dans des métiers de la logistique. Donc ce genre de formation. Et on a aussi des temps beaucoup plus individuels, où chaque salarié va être reçu 2 fois par mois par une chargée d'accompagnement qui va travailler avec eux à la fois sur des problématiques sociales s'il y en a, et aussi sur la construction d'un projet pro. Donc il y en a qui arrivent en sachant très bien ce qu'ils veulent, et la plupart, ce n'est pas du tout le cas. Donc il y a un vrai travail à faire pour comprendre quelles sont nos attentes, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on a envie de faire suite au parcours de Lemonade. Donc si je résume, finalement, nous, vraiment, notre objectif, c'est de faire le pont entre le monde des acteurs sociaux, ou en tout cas entre des personnes en inactivité, et finalement le secteur de l'entreprise classique. Voilà, de combler le gap qu'il peut y avoir entre les attentes des uns et des autres. Merci beaucoup. Et si juste tu peux nous donner un ordre d'idée de volumétrie, oui, sur le nombre de personnes chaque année que vous accueillez sur ces programmes de 8 mois. Ouais. Donc du coup, Lemonade a été créé en 2016, à l'automne, et donc on fonctionne, comme je vous le disais, par promotion, donc avec des groupes, et on accueille aujourd'hui à Pantin notre promo 9. Donc on a des groupes de 6 à 8 personnes, donc là on a passé la barre des 60, donc on a inséré une 60aine de personnes, et notre taux d'insertion est de 75%, donc c'est un résultat comparé à la moyenne du secteur qui est très bon, donc on en est très content. Et on a ouvert une antenne à Marseille un peu plus tard, fin 2018, où on en est à notre 3e promotion. Donc à Marseille, on a 14 personnes qui ont suivi le parcours. Merci beaucoup. Alors, sur ce que moi je souhaitais vous présenter, en fait, il y a 2 axes. Il y a un premier axe qui est le groupe Massif, qui est une entreprise et donc qui est un employeur. Et puis après, il y a un 2e axe d'action qui est le groupe Massif, une entreprise citoyenne de l'économie sociale et solidaire. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est toutes les actions que le groupe Massif peut développer vis-à-vis de certains enjeux sociétaux qu'elle souhaite soutenir. Donc déjà, le groupe Massif, en tant qu'employeur, en 2019, on a développé avec un partenaire que nous avons de longue date, qui s'appelle l'IFPAS, qui est un partenaire de formation qui est très connu dans le secteur de l'assurance. On s'est associé avec eux sur un programme qui s'appelle Quartier populaire de la ville. Et l'idée de ce programme, c'était de promouvoir l'égalité des chances chez les jeunes, et notamment en permettant à des jeunes pour qui finalement l'accès à la formation et à l'emploi n'est pas d'évidence, mais justement de pouvoir accéder à cela. Et accéder à quoi? À une formation en alternance, donc dans une entreprise, avec une perspective au bout du bout, le cas échéant, d'avoir un job. On a en effet au sein du groupe Massif des besoins extrêmement importants chaque année en termes de recrutement, notamment sur tous les métiers qu'on appelle les métiers de la relation commerciale, qui sont plus connus sous les métiers de plateforme téléphonique, et ce France entière. Donc ce programme avec l'IFPAS, en fait, il s'intègre parfaitement dans à la fois l'ADN
du groupe, et puis aussi dans notre philosophie en matière de ressources humaines, qui a été évoquée tout à l'heure en propos liminaire, c'est d'avoir finalement de la diversité dans les équipes. C'est d'avoir aussi, d'assurer aussi de la montée en compétences pour avoir finalement un parcours professionnel durable au sein du groupe. Et donc l'objectif, c'était non seulement possiblement à la fin de cette action d'embaucher ces jeunes, ou en tout état de cause de leur donner une expérience suffisamment significative et probante dans une entreprise, donc en quelque sorte de leur fournir un tremplin vers un autre emploi, voire une autre formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IFPAS, donc sur tous les métiers de l'assurance, forme du BTS jusqu'au master. Donc en 2019, on s'est lancé dans ce programme avec une ambition qui était une ambition assez raisonnable, puisqu'on a intégré 32 jeunes, mais 32 jeunes qui sont venus en plus de l'objectif qu'on se fixe normalement en termes d'alternance, de jeunes en alternance. Il faut savoir que dans le groupe massif, en permanence, on a entre 100 et 200 jeunes tous les ans en alternance. Donc c'est 32 qui sont venus en plus. Et on a ciblé aussi 2 bassins géographiques, Paris, région parisienne, et puis le Sud-Est. Voilà. Donc c'est une expérience qui continue aujourd'hui, puisque ces jeunes sont toujours en alternance chez nous. Et là, à la rentrée 2020, on a décidé de dédier avec l'IFPAS, enfin de créer plus exactement des classes d'alternants dédiées, avec là aussi des jeunes qui viennent d'horizons assez différents, et avec du coup le montage de tout un programme vraiment spécifique massif avec l'IFPAS, et en même temps on continue d'alimenter d'autres classes de l'IFPAS en alternance avec d'autres sociétés d'assurance. Donc cette ambition qui est vraiment tournée autour de l'alternance et donc de la jeunesse, on souhaite vraiment l'accentuer, et on l'a fixé dans le cadre du plan stratégique, dans le cadre de notre futur plan stratégique à 3 ans, là 2021-2023, puisqu'on souhaite porter notre taux d'alternants à 3% de l'effectif. Donc je vous laisse faire le calcul, hein, quand vous avez un effectif de 10 400 personnes, 3%, ça commence à représenter un chiffre assez significatif. Et par ailleurs, dans ce plan stratégique, parce que je rejoins vraiment cette notion de la diversité, de la mixité, ou en tout cas, voilà, avoir dans nos équipes finalement une représentation de la société française dans laquelle on évolue. On a mis un autre axe dans notre orientation, dans nos orientations stratégiques, auxquelles moi je suis particulièrement attachée, c'est d'avoir une démarche beaucoup plus volontariste sur le recrutement des seniors. Parce que là aussi, c'est vrai que souvent on parle de la problématique de l'emploi des jeunes, on parle un peu moins de la problématique de l'emploi des seniors. Or aujourd'hui, on sait très bien que sur le marché du travail français, quelqu'un qui se retrouve sur le marché du travail à 50 ans et plus, sa probabilité de retrouver un job est quasi nulle. Alors moi, je le dis tout comme je pense, ça me choque profondément. À force, oui, que l'âge de départ à la retraite ne va pas en s'amoindrissant. Quelqu'un que vous mettez sur le marché du travail à 50 ans, avec une probabilité de retrouver un job quasi nulle, qu'il aura ses droits à taux plein à 65, je trouve que c'est un vrai problème. Voilà. Que l'on maintient et qu'on va renforcer sur l'alternance et sur les jeunes, on a cet autre axe autour des seniors, donc favoriser le recrutement des seniors, avec un objectif qui est de doubler en fait le recrutement des seniors, et puis par ailleurs d'avoir aussi un autre regard sur la gestion des carrières, sur la gestion des fins de carrière pour les seniors, les salariés seniors que nous avons en interne, en ayant là à l'esprit de développer de manière sans doute beaucoup plus volontariste ce que nous faisons en matière de mécénat de compétences. Donc aujourd'hui, nous faisons du mécénat de compétences, notamment pour les collaborateurs qui sont en fin de carrière à 18 ou 24 mois du départ à la retraite, en leur permettant, à raison d'une journée par semaine, de s'investir dans une association que la Massif soutient. Et comme je vous le disais, comme on a un tissu associatif qui est extrêmement fourni, puisque nous sommes sur l'ensemble du territoire national, effectivement, c'est des choses que l'on peut développer. Or, on s'aperçoit
en retour d'expérience qu'une journée par semaine, finalement, c'est très compliqué à mettre en place. Puisqu'en réalité, pour un manager, quand vous avez une personne qui n'est pas là une journée par semaine et qu'une grosse partie de votre activité va consister à jongler avec les plannings, c'est difficile. Et c'est aussi difficile pour la personne concernée que de se projeter à raison d'une journée par semaine. Donc, ce que l'on souhaiterait faire, je ne dis pas qu'on va y arriver, mais en tout cas, c'est une ambition et c'est un souhait, c'est de se partir sur une démarche de mécénat de compétences beaucoup plus volontariste, c'est-à-dire du mécénat de compétences temps plein pour les fins de carrière, qui pourrait être temps plein pour les fins de carrière, et donc permettant un engagement de nos collaborateurs auprès d'associations que nous soutenons. Ce qu'on souhaite aussi beaucoup plus développer, c'est le dispositif que l'on appelle la FEST, qui est de l'apprentissage de formation en situation de travail et qui permet en réalité l'intergénérationnel dans les équipes, qui permet effectivement à la fois à un jeune de venir en soutien de quelqu'un qui est un peu plus senior. Alors, c'est vrai que souvent on catégorise aussi un peu les seniors, on disait oh, ils ne sont pas fanats du numérique. C'est pas vrai pour tous quand même, mais bon voilà. Mais on pourrait se dire que quelqu'un qui est plus habile sur des outils numériques, eh bien, il pourrait aider un collègue senior, et inversement, quelqu'un qui est qui a plus de seniorité sur l'exercice du job, sur la dimension technique du job, peut venir en soutien des plus jeunes. Autre chose qu'on a développé là en tant qu'employeur, toujours Massif Employeur, qu'on a développé pendant le Covid, c'est on a complètement aménagé, on a mené une expérimentation d'aménagement de processus de recrutement, toujours sur nos postes liés à la relation commerciale, parce qu'avant on faisait comme beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire que finalement je regarde le CV, je me fixe un niveau minimal de formation, il faut qu'il ait fait un BTS vente, il faut qu'il ait une expérience de vente et patin et couffin, puis s'il a déjà travaillé sur une plateforme téléphonique c'est encore mieux, etc. Et on voit bien qu'il y a un peu une limite, c'est que d'abord à un moment, sur certains bassins d'emploi, on a une vraie problématique de vivier. On voit aussi qu'on arrive sur une espèce d'homogénéité des profils qui n'est pas forcément souhaitable. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on revoie un peu le truc. Et là, on est passé en fait finalement sur des entretiens vidéo où ce que l'on va tester, c'est en réalité ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire tout le comportemental, c'est toute la dimension relationnelle, etc. Et en retour d'expérience, là aussi on s'aperçoit de quoi? C'est qu'en réalité, il y a un certain nombre de personnes qu'on a recrutées, qu'on n'aurait sans doute pas recrutées si on était resté sur les modes extrêmement classiques de CV, entretien, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la partie employeur. Je pourrais dire d'autres choses. Je pourrais vous parler de la mise en place du comité consultatif jeune il y a quelques années pour permettre justement aux jeunes collaborateurs de l'entreprise de moins de 30 ans, issus de différents horizons de métiers, de géographie, d'âge, d'être associés au traitement d'un certain nombre de sujets, de réflexion, jusqu'à des réflexions stratégiques de l'entreprise aux côtés de la direction générale. Et typiquement, moi, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de ce comité consultatif jeune dans le cadre des orientations stratégiques RH qu'on a fixées pour 2021-2023. Sur la partie après plus massif, en tant qu'entreprise citoyenne de l'économie sociale et solidaire, on a développé avec un partenaire de très longue date qui s'appelle Unicité, le premier service civique mutualiste. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, on accueille une centaine de jeunes, en lien avec Unicité, 100 jeunes qui sont répartis aujourd'hui sur 7 grands sites géographiques sur tout le territoire français, et qui permet finalement à ces jeunes qui ont envie de se sentir utiles, qui parfois ont besoin de prendre confiance en eux, de s'investir auprès d'associations sur des projets solidaires. Et on a notamment développé aussi avec ce partenaire Unicité, avec un autre partenaire qui s'appelle Silver Geek, de l'intergénérationnel, là aussi, entre des jeunes et des personnes plus âgées, notamment dans les EHPAD, pour permettre à des jeunes de faire, entre guillemets, de l'acculturation numérique auprès des personnes âgées. Et à l'inverse, vous avez du retour d'expérience de vie via ces personnes âgées auprès de ces jeunes. Je pourrais parler de moult choses, mais le temps de parole est compté. Merci beaucoup à toutes les deux. Du coup, si je comprends bien,
ce côté Lemon Tree, on voit vraiment qu'on a une diversité de types de public qui est intégrée. Vous avez vraiment réfléchi au parcours depuis les premiers jours et sur ces 8 mois-là. Ça fait vraiment le pendant aussi avec côté Massif, vous êtes entouré de partenaires pour penser un parcours pour ces alternants. C'est hyper intéressant de voir aujourd'hui où vous en êtes. Je suppose que le chemin n'a pas été si simple. Et donc, du coup, j'aimerais bien savoir, vous, ça a été quoi un peu vos apprentissages et vos difficultés, et ce sur quoi vous alertez aussi des personnes qui voudraient se lancer dans la salle, peut-être aux étapes clés. Qu'est-ce que vous en avez effectivement appris? Avant tout, je souhaitais juste rebondir sur l'aspect senior, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a frappée aussi. Je pensais que le frein principal à l'emploi des seniors, finalement, c'était les prétentions salariales. Et en fait, pas du tout. Enfin, nous, on voit beaucoup de personnes qui, finalement, acceptent un SMIC et qui se retrouvent également en difficulté. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup frappée dans les recrutements qu'on a pu faire sur des postes très opérationnels. Sinon, pour répondre à la question... je vais peut-être commencer par du très basique, mais pour des personnes qui auraient envie de se lancer dans un programme d'inclusion, je pense qu'il faut quand même avant tout se poser les bonnes questions et se demander qui est-ce qu'on a envie d'insérer, pourquoi, et qu'est-ce qu'on attend de cette démarche. Notamment, je pense que s'il y a des attentes très très fortes en termes de communication, il risque d'y avoir des déconvenus. Je m'explique. En tout cas, je trouve que c'est une expérience un exercice qui est assez inconfortable de communiquer sur des démarches d'inclusion, puisque finalement la frontière entre la valorisation des bénéficiaires et le social washing, la stigmatisation de ces personnes, voire parfois le sentiment un peu désagréable d'instrumentaliser un parcours de vie, c'est très très délicat. Moi, je me sens, même après 3 ans et demi, je me sens pas à l'aise dans l'exercice, et je ne suis pas la seule pour en avoir parlé beaucoup autour de moi. Donc j'alerte sur ce point, que s'il y a des attentes très très fortes en termes de communication et que c'est un des motifs presque principaux, ce qui peut arriver, il faut quand même faire attention et bien se dire que ce ne sera pas quelque chose d'évident. Ensuite, toujours dans la même veine, de se poser les bonnes questions, je pense qu'il faut bien aussi se dire qu'en fait l'inclusion, c'est pas facile. Sincèrement, c'est quelque chose qui est difficile. On a une vraie acculturation en entreprise. Et ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, et ça implique d'avoir vraiment réfléchi à la manière dont on veut le faire en amont. Parce que, de ce que j'ai constaté, il y a souvent... les personnes qui portent des programmes d'inclusion sont des personnes très engagées, convaincues, sincères dans leur démarche, qui accordent beaucoup d'intérêt à tout ça, mais qui ont tendance peut-être à sous-estimer l'ampleur du décalage à la fois culturel, linguistique, sociologique qu'il peut y avoir entre les personnes qu'on cherche à inclure et les personnes qui sont déjà dans la structure. Et donc du coup, parfois, ça peut juste très mal s'assembler et créer une situation d'inconfort pour l'ensemble des parties prenantes. Pour vous donner un exemple concret, nous, on avait eu une structure partenaire qui nous a sollicité pour recruter un salarié en fin de parcours chez nous, donc on était super contents. Une structure très très chouette, donc une petite structure avec plutôt des profils... une équipe très soudée, des profils plutôt de cadres avec des valeurs fortes, qui déjeunaient ensemble tous les midis, qui étaient très engagés, très écolos, etc. Et en fait, finalement, l'intégration ne s'est pas si bien passée parce qu'on a eu un décalage assez important entre la personne qui était pourtant très compétente et bien formée et la culture d'entreprise de cette entreprise, où on avait vraiment des gens qui partageaient des centres d'intérêt communs, qui passaient du temps ensemble, qui avaient un temps de travail aménagé pour avoir des temps communs, et la personne qui se retrouvait sur un poste un peu différent, de voiture, se retrouvait à l'écart, et finalement, ça n'a pas bien marché. Et ce qu'on en a tiré comme conclusion avec cet acteur, mais aussi pour nous, c'est que... avant de se lancer dans un programme d'inclusion, c'est quand même important aussi de se dire quelles sont mes marges de manœuvre, quel type de profil je suis capable d'accueillir. Par exemple, dans le monde de l'insertion, il y a différents types de structures qui vont correspondre à un degré d'éloignement de l'emploi. Si on prend par exemple beaucoup de structures d'Emmaüs, Emmaüs va recruter des personnes extrêmement éloignées de l'emploi, potentiellement des personnes sans domicile fixe, des personnes qui vraiment ne parlent pas un mot de français, etc. Et ils vont les accueillir sur des parcours spécifiques qui vont parfois durer jusqu'à 5 ans, quelque chose que nous, chez Lemonade, vu le rythme qu'on a, on est en pleine croissance, on n'est pas capable d'accueillir ces profils-là. Et on le sait, et donc du coup on ne le fait pas. Mais c'est important de définir des limites d'emblée.
Donc voilà, je pense que c'est un enseignement vraiment important d'éviter ça. Et surtout aussi de réfléchir à ce qu'on est prêt à faire et prêt à aménager dans nos pratiques. Nous, par exemple, sur le recrutement, donc on s'est aperçu que les personnes qu'on recrute sont souvent des personnes pour qui l'expression écrite est une difficulté, donc pas tous bien sûr, hein. Et l'expression orale, c'est également pas en entretien face à un employeur qui sont capables de mieux valoriser ce qu'ils savent faire. En revanche, sur le terrain, oui. Donc du coup, on a complètement modifié la manière dont on gérait ce recrutement. Et aujourd'hui, systématiquement, donc on fait une partie dans un bureau pour la forme, parce que c'est quand même important, mais on l'a raccourci au maximum. Et ensuite, finalement, le gros de l'entretien, ça se passe sur le terrain pendant 1 et demie, où on donne un uniforme à la personne et on la met avec un chef d'équipe en entrepôt pour faire. Et ensuite, on a des retours super précieux d'un chef d'équipe opérationnel qui va nous dire ok, bon bah la personne, elle parle pas bien français, mais elle capte super vite, elle a les bons réflexes, ou alors inversement, ça n'ira pas. Et là où il a pu, enfin, ça nous est arrivé, hein, bien entendu, de faire des erreurs de casting, de recruter des gens qui finalement ne se sentaient pas à l'aise dans un entrepôt où il y a des déchets, enfin, ce qui est tout à fait légitime, hein, mais voilà, il y avait des choses dans un environnement de bureau, on n'arrivait pas à déceler, qu'on décèle très bien maintenant en procédant de cette manière-là. Donc, de la même manière que cet exemple pour le recrutement, je pense qu'on peut le transposer à peu près tous les moments de la vie professionnelle et du parcours d'intégration d'une personne. Et il faut à chaque fois se demander comment est-ce que je fais, comment est-ce que je change mes pratiques pour que ce soit confortable et pour que ça permette un vrai mélange, une vraie cohésion au sein de l'équipe. Et finalement, sur un sujet important aussi, je pense, si jamais on veut monter un programme d'inclusion, c'est le sourcing. C'est finalement comment je les trouve, les personnes que j'ai envie d'inclure. Et pour ça, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a quand même plein de portes ouvertes. Notamment, je pense que dans beaucoup de secteurs et beaucoup de territoires, il y a un réseau de structures d'insertion qui est très très dynamique et très riche. Donc j'invite vraiment les entreprises qui souhaiteraient se lancer dans ce type de recrutement à se rapprocher soit des fédérations nationales, comme la Fédération des entreprises d'insertion. Souvent, c'est aussi décliné à l'échelle territoriale. Il y a des annuaires qui référencent très bien l'ensemble des solutions et l'ensemble des entreprises pour pouvoir aller voir les structures et créer des partenariats. Et je vous assure que les structures d'insertion n'attendent que ça. Enfin, on rêve d'avoir des structures qui viennent nous voir pour monter un partenariat parce que nous, on a des personnes à insérer tous les 4 mois. Enfin, c'est difficile en fait de gérer cet aspect sortie. C'est quand même la promesse principale qu'on fait aux personnes qui rentrent chez nous. Donc, on a un vrai enjeu et c'est également un enjeu pour le recruteur de l'autre côté. Donc, du coup, tout le monde est gagnant en procédant de cette manière-là. Si on est sur des profils plutôt cadres, là, évidemment, ce ne sera pas les mêmes canaux, mais il y en a aussi plein. Au lieu d'aller au forum, enfin pas au lieu, mais en plus d'aller au forum de recrutement d'écoles de commerce ou de grandes écoles, nous, on est souvent contactés par des universités qui sont dans le 93, par exemple, et qui parfois nous disent qu'ils peuvent peiner à avoir des entreprises qui se déplacent. Donc, c'est aussi une manière d'aller chercher les étudiants là où on a envie de les trouver. Et puis aussi, je vous invite à aller regarder, il y a beaucoup d'initiatives qui se font pour mettre en lien le monde de l'insertion professionnelle et le monde de l'entreprise classique. Donc j'en citerai que 2, mais après, si vous avez des questions, je pourrais développer. Une initiative qui s'appelle Les bons profils, portée par le groupe SOS, qui vise justement à mettre en relation les bons éléments bien formés des structures d'insertion et les employeurs qui ont envie de s'engager dans ce type de démarche. Et j'ai récemment aussi entendu parler d'un projet qui s'appelle Linked Out, porté par une association et qui vise également à faire ce lien. Donc il y a plein de moyens, il faut juste chercher un peu si vous avez envie de vous lancer dans ces beaux projets. Merci beaucoup. Et du coup, Valérie, si tu peux faire vraiment justement le pendant, tu as la vision sur le pendant employeur. Et donc, comme tu l'as dit, il y a des politiques d'intégration de jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville en alternance, bientôt de seniors. Et c'est quoi un petit peu les difficultés que vous avez eues en intégrant peut-être ces premières promotions ou des difficultés au moment du sourcing et du coup, toi, quels sont tes apprentissages et recommandations à quelqu'un qui voudrait se lancer? En fait, il y a beaucoup de choses que je retrouve dans le propos d'Alice. Quand on s'est lancé dans le partenariat avec l'IFPAS, il y a eu effectivement le temps un peu de la communication et de la médiatisation, et puis après il y a le temps de la mise en œuvre opérationnelle. Et en réalité, on s'aperçoit que ces 2 temps-là,
sont pas tout à fait les mêmes et correspondent pas forcément non plus aux mêmes attentes, ou en tout cas il peut y avoir des attentes très fortes d'un côté et une faisabilité plus compliquée de l'autre. C'est clairement ce qui s'est passé en fait dans le cadre de ce premier partenariat avec l'IFPAS, puisque l'ambition était beaucoup plus élevée. Au départ, elle était 3 fois plus élevée, mais que en réalité, au moment où le sujet sort au plan communicationnel, vous avez juste votre campagne de recrutement d'alternants qui est bouclée. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fait, on a fait le choix d'en prendre une trentaine de plus par rapport à ce qu'on avait d'ores et déjà intégré. Et puis après, c'est pas le tout de se dire j'affiche un chiffre. En fait, il faut le gérer, le chiffre. Et de se dire que, mine de rien, quand on part sur une ambition au départ de 100 jeunes, c'est pas qu'un chiffre, c'est je les mets où, je les trouve où, je les installe où, et je les fais accompagner par qui. Voilà. Et donc c'est pour ça aussi on a un peu réduit la voilure dans la mise en œuvre opérationnelle, parce que en réalité, les besoins que nous on pouvait avoir sur certains plateaux téléphoniques correspondaient pas forcément au profil qui était finalement candidat à l'alternance. Je vous donne un exemple. Nous on a par exemple une plateforme téléphonique à Laval. Un jeune qui est dans le 93, faire une alternance dans l'idée d'aller sur un plateau à Laval, c'est au-delà du caractère plus ou moins enthousiasmant, encore que Laval puisse être une jolie ville, mais il y a une faisabilité quand même. Donc c'est pour ça aussi qu'on a réduit les secteurs de fait, en se disant il y a un moment, il faut faire matcher la possibilité de sourcing en quantité, en qualité, enfin je parle de manière un peu abrupte, et puis les besoins. Ça c'est la première chose. Après c'est ce que je dis, c'est des choses très très pratico-pratiques, mais quand à un moment vous dites on va recruter comme ça assez massivement des jeunes, etc., faut avoir la place. C'est qu'il faut à un moment être en capacité de leur donner un poste de travail, donc ça veut dire qu'il faut avoir des sites qui accueillent tout ça, etc. Parce que c'est du plus en réalité par rapport à votre effectif normalement présent. Et puis c'est du temps managérial. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qu'on ne mesure pas forcément, mais moi je me refuse en fait à dire il y a les jeunes des quartiers prioritaires, puis il y a les autres. En fait, il y a des jeunes, il y a des gens que vous intégrez, et en fait, ça c'est du temps. Et mine de rien, plus vous intégrez comme ça massivement des personnes, plus ça demande de la part des managers de proximité énormément d'investissement. Après, ce dont on s'aperçoit d'une manière générale, mais c'est pas propre. J'aime bien ce que dit Alice. Moi, je n'aime pas trop les stigmatisations d'une manière générale. En fait, si on regarde la population des jeunes, encore que les jeunes, il y a un moment, je ne sais plus trop ce que ça veut dire non plus, mais mais en réalité, quand on vous dit les jeunes, ils sont comme ci, comme ça. Les jeunes, ils ne sont pas comme ci, comme ça, déjà. Et puis, surtout, les jeunes, ils sont finalement la conséquence, le produit, le fruit d'une évolution culturelle et sociétale. Moi, il y a un truc qui me gonfle toujours, c'est quand on parle des générations X, Y, Z. Ben ouais, puis après, il y aura la A', B', etc. Nous-mêmes, on était une génération un peu bizarre par rapport à nos parents, et a fortiori nos grands-parents. Simplement, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment des choses que l'on prend en considération. Et donc, on le voit bien, même nous, on a des parcours d'intégration qui sont très lourds. C'est-à-dire qu'en fait, on a des parcours de formation intensive pendant 3 mois. Donc, en fait, quand vous avez quelqu'un qui arrive sur un plateau téléphonique, pour être recruté sur un plateau téléphonique, on ne le met pas tout de suite sur un plateau téléphonique. Il va avoir 3 mois de formation. Et là-dedans, il y a effectivement beaucoup de formations techniques. Je vous le disais tout à l'heure, l'assurance, ce n'est pas un métier supra-exotique quand même.
Vous avez rarement un jeune qui, au sortir de sa formation, au sortir du bac, etc., va vous dire « je veux faire de l'assurance » parce que quand même, ce qui m'a toujours éclaté. C'est très rare. Parce que c'est quand même aussi un métier relativement technique, donc il y a une formation technique assez dense et il y a aussi des méthodes commerciales qu'il faut apprendre, il y a toute une dimension relationnelle à acquérir, il y a tout ça. Un métier du haut téléphone, c'est assez spécifique aussi en termes de relations clients parce que vous n'avez pas la personne en face à face et qu'on sait bien aujourd'hui que les gens sont sursollicités au téléphone. Donc, enfin bref, il y a beaucoup de choses à découvrir dans le métier. Donc une formation assez longue, à la fois sur le poste même de travail et puis en présentiel. Et nous, on voit bien que petit à petit, on est amené à revoir aussi nos méthodes pédagogiques, parce que ce qui était possible dans un parcours d'intégration très dense comme ça, de 3 mois, il y a quelques années, aujourd'hui, avec les profils des personnes que nous recrutons, et donc on va dire les jeunes au sens large, ce n'est pas forcément des plus adaptés. Parce que quand vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont nés avec le numérique, quand finalement leur troisième moyen c'est le téléphone portable, quand ils sont habitués à zapper, et c'est pas, là aussi, c'est pas un défaut de zapper, ils sont ni plus mauvais ni meilleurs que nous, c'est juste que c'est comme ça, voilà. Et bien ça, il faut l'intégrer en tant qu'employeur. Et l'autre chose aussi qu'il faut petit à petit amener vis-à-vis de nos managers, c'est que les équipes d'aujourd'hui, alors c'est très tartemuse ce que je vais dire, mais les équipes d'aujourd'hui ne sont pas les équipes d'hier. Ce qui veut dire aussi qu'en termes de management, les aspirations des personnes que l'on recrute aujourd'hui ne sont... Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que elles ne sont pas forcément différentes de celles que nous, on pouvait avoir ou de celles que des plus anciens pouvaient avoir. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, elles sont exprimées. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment des trucs qu'il faut prendre en considération désormais. Et là où c'est parfois compliqué, c'est que le métier des ressources humaines, il est souvent très lié finalement à des éléments de transformation culturelle. Et la transformation culturelle, ça prend du temps. Et que le temps de l'entreprise, le temps très opérationnel de l'activité de l'entreprise, n'est pas un temps long, c'est un temps court. Voilà. Et donc, par rapport à ce qu'évoquait Alice, c'est vrai que d'abord, je pense qu'il ne faut pas du tout se tromper sur les personnes que l'on souhaite cibler, voilà, parce que de toute façon, on sait très bien qu'on ne pourra pas intégrer tout le monde, soit parce que nos métiers ne le permettent pas, soit parce que le temps de l'entreprise lui-même ne le permet pas. Ou alors, ça va demander un engagement de la part des managers dont ils ne vont pas pouvoir, faire preuve. Et puis, l'autre difficulté qu'on peut avoir, c'est ce qu'évoquait Alice, d'une manière générale, quand on veut recruter des profils peut-être un peu plus éloignés du marché de l'emploi, c'est de faire coïncider finalement là où sont ces publics et là où sont nos besoins. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est d'admettre que il faut un temps long aussi pour que petit à petit, les esprits, et notamment, je dis les managers, mais je ne veux pas les stigmatiser, hein, c'est une affaire un peu de tous, cette affaire-là, c'est que petit à petit, on amène à envisager un peu autrement la manière dont on recrutait, la manière dont on formait, par rapport à ce qu'on faisait, ne serait-ce qu'il y a 5 ans en arrière. Et vous voyez, quand je vous évoquais ce qu'on a pu développer en termes d'expérimentation, c'est pour ça qu'on le développe bien souvent, nous, sous forme d'expérimentation, pour ne pas faire peur, puis pour s'assurer que finalement, on n'est pas complètement à côté de la plaque non plus. Quand je vous dis, on a développé dans le cadre du Covid, parce que nécessité fait loi, l'entretien vidéo plutôt que l'envoi du CV, et puis on fait un premier entretien, puis après je fais un entretien collectif, puis après je fais un entretien individuel avec les managers, puis après je fais un entretien avec les ressources humaines. Là, il y a un moment, de toute façon, vous ne pouvez pas se voir, vous ne pouvez pas se toucher, on ne pouvait se rassembler. On fait l'entretien vidéo. Ça, ce truc-là, on l'a expérimenté en se disant, on verra bien. Et en réalité, là, pour le coup, c'est un retour d'expérience qui nous a presque bluffé. Et donc, on sait que désormais,
ça, on l'intègre dans nos processus de recrutement. Merci beaucoup. Je vais prendre rapidement du coup des questions qui ont été posées par le public. Je pense que ça peut être intéressant peut-être pour toi, Alice. Est-ce que d'après toi, toute entreprise peut recruter des personnes éloignées du marché de l'emploi et peut-être quels seraient les gros critères à remplir et suivant le type d'activité qu'est-ce que toi tu recommandes? Tu évoquais qu'il y a différentes structures d'insertion qui interviennent à différents niveaux aussi d'éloignement. Donc qu'est-ce que toi tu peux conseiller là-dessus? Et on avait aussi une question spécifique pour Valérie, si est-ce que vous comptiez développer un programme justement de formation pour les seniors? Parce que là, on a pas mal parlé des jeunes, mais est-ce que vous comptez, est-ce que tu comptes faire la même chose sur l'intégration des profils seniors et qu'il y a un parcours de formation particulier? Personnellement, je ne pense pas que toutes les entreprises puissent recruter des personnes éloignées de l'emploi. Encore une fois, le tout est de définir ce que c'est une personne éloignée de l'emploi, et là-dessus, je pense qu'on aurait bien du mal à s'accorder sur une définition. Mais je pense que c'est aussi pour ça que finalement le monde de l'insertion existe, dans le sens où parmi les personnes qu'on accueille dans nos parcours, on a des gens qui ont finalement des contraintes à la fois administratives, de santé, personnelles, qui prennent tellement de place tant qu'elles ne sont pas réglées, que c'est justement précisément la raison pour laquelle les gens sont éloignés de l'emploi en fait. Quand on n'a pas de logement, c'est très compliqué d'être bon sur le terrain et de rester de manière pérenne dans une structure qui n'est pas calibrée, qui n'a pas aménagé son organisation d'équipe pour accommoder, je ne sais pas moi, les nombreux rendez-vous avec la CAF que va avoir à faire une personne ou ce genre de choses. Donc non, je ne pense pas que toutes les structures soient capables de recruter des personnes éloignées de l'emploi. Je pense que la plupart des structures doivent être capables de recruter des personnes qui ont peut-être été éloignées de l'emploi à un moment de leur vie et qui ont été accompagnées. Ça, il n'y a pas de raison. Dès lors qu'il y a de la volonté de la part des structures, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Mais en tout cas, il est certain que quand on est confronté à des personnes qui ont vraiment des parcours et notamment des freins sociaux qui sont très forts, c'est difficile de combiner ça avec une activité en flux tendu et une activité qu'on n'a pas du tout aménagée pour l'accueil de ces personnes. Merci beaucoup. En fait, moi surtout ce que je me dis, c'est que on va déjà avoir un premier niveau de travail, c'est de changer le regard déjà sur finalement la possibilité pour une personne donc qualifiée de senior d'accéder à certains métiers de l'entreprise. Voilà, puisque si on prend les métiers de plateforme téléphonique aujourd'hui, je pense qu'à peu près dans toutes les entreprises du secteur qui ont ce type d'activité, on a tendance à considérer que c'est un métier de jeune. Voilà, parce que c'est un métier où voilà, vous décrochez du téléphone à la minute, il faut booster, etc., etc. Donc déjà, je pense qu'il y a un premier niveau de changement de regard à faire, c'est que tous les jeunes ne sont pas non plus des mordus, et puis tous les seniors sont pas non plus des raplaplas. Voilà. C'est pas parce qu'on a 50 ans que le matin, il faut mettre les pulls de Racel pour avoir la patate, quoi. C'est pas vrai, ça. Donc c'est déjà, c'est très tartemuche, hein, mais c'est jouer sur tous les stéréotypes qu'on peut avoir. Voilà. Donc il y a déjà ça. Alors ça, je pense que notamment sur certains de nos métiers que nous on appelle les métiers de masse, c'est-à-dire sur les métiers où on recrute beaucoup, vraisemblablement là ça va prendre du temps. Et je pense qu'il faut aussi admettre l'idée qu'il y ait certaines transformations qui se fassent vraiment par touche. Et il ne s'agit pas tout d'un coup de se dire que sur nos plateformes téléphoniques, tout d'un coup on va recruter que des seniors. C'est pas ça, mais d'admettre l'idée qu'on va pouvoir distiller comme ça petit à petit et se rendre compte que, en réalité, oui, ça marche.
Et puis au-delà de ça, ça nous est déjà arrivé de le faire. Donc de toute façon, après, on va revenir sur ce que je disais avant, c'est qu'à partir du moment où vous intégrez ce type de métier et qu'il faut une formation, il y aura la formation. Mais là aussi, il faut intégrer un autre élément, c'est les modalités d'apprentissage qui peuvent être différentes quand même d'une personne à l'autre. Donc, mais c'est vraiment un changement de... Oui, c'est un peu un changement de regard quand même. Merci beaucoup. Alors, je sais qu'on est pressé par le temps parce que l'équipe de caméras doit changer aussi de lieu. Il y a des questions qui sont aussi très spécifiques et très précises. Je vous invite aussi à ne pas hésiter à aller les poser à la fin directement à Valérie et Alice. Tous, c'est des questions assez techniques. Si on peut prendre juste rapidement... vous, de coup, ce que vous en avez retenu ou appris pour qu'on voit aussi un petit peu en tendance, qu'est-ce que ça vous a évoqué, qu'est-ce que vous voudriez mettre en place dans vos organisations. Et puis comme ça, ça pourra nous permettre de terminer sur un peu vos points d'étonnement, ce que ça vous a donné envie de faire à votre échelle. Et s'il y en a qui ont envie d'intervenir sur ce sur quoi ils ont été étonnés, n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. On s'entend quand même assez bien. Ouais. Tout à l'heure, en fait, je reviens en fait sur. Je vous remercie déjà en fait d'abord de vos interventions. C'était sur la thématique des personnes. On peut pas, toutes les entreprises ne peuvent pas en fait, parce que en fait, vous avez parlé qu'il y a un décalage entre les personnes, leur parcours. À mon avis, en fait, moi, je travaille pour Wiro, nous on travaille avec les personnes réfugiées, et normalement, nous, on voit parmi les réfugiés des personnes qualifiées et peu qualifiées. Donc là, si on parle en fait de l'inclusion, donc c'est pas forcément des personnes qui habitent dans le banlieue parisienne, qui savent pas, ou s'ils sont éloignés de l'emploi, c'est pas à cause de en fait qu'ils étaient en prison ou d'autres raisons. Donc sur ça, donc, à mon avis, personnellement, je suis convaincu que les réfugiés, ils peuvent travailler dans n'importe quelle entreprise. Parce que déjà, ils ont travaillé dans leur pays d'origine dans différents domaines. Donc c'est quelque chose en fait qui m'a dit. Et là, en fait, j'ai une question de madame. Alors, excusez-moi, en fait, votre nom de famille. Oui, il est accouché de Donc, est-ce qu'en fait, au sein de Massif, est-ce que vous avez inclusion, vous parlez des jeunes et des jeunes de quartier, est-ce que vous avez aussi pour des personnes réfugiées des opportunités, en fait, vous prenez en compte les personnes réfugiées parce que en fait, ils ont un parcours différent. Et en même temps, en fait, ils sont une valeur ajoutée, ils ont des valeurs, ils sont polyglottes, donc il y a beaucoup des valeurs qu'ils ont. Est-ce que vous avez ça en fait? Alors, je vais répondre un peu de manière détournée. En réalité, je pense que c'est un sujet auquel on n'a jamais été confronté. Voilà. Donc, et du coup, par principe, ma réponse va être il n'y a aucune raison qu'on ne les intègre pas. Parce que je vous rejoins beaucoup sur la notion de qualifié, pas qualifié par rapport aux besoins qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Et après, voilà, à partir de... Moi, je raisonne toujours compétence. Tu as la compétence pour faire le job. Après, t'es jeune, t'es vieux, t'es une femme, t'es un mec, etc. Mais bon, moi, je raisonne comme ça. Après, on sait que c'est un petit peu plus complexe que ça quand même dans la vie au jour le jour. Hein. Mais par principe, je vais vous dire qu'il n'y a pas forcément de raison que la Massif ne puisse pas intégrer des personnes effectivement réfugiées. Après, on n'a jamais été confronté, me semble-t-il, à ce type de problématique. Pour être complètement complète sur ça, c'est bien ça, complètement complète sur la réponse. Ça, je vous ai répondu sur Massif, qui est une entreprise qui emploie. Et puis Massif, citoyenne,
dans le cadre justement du partenariat que nous avons avec Unicité, donc les 100 jeunes que nous recrutons là chaque année pour rayonner sur le territoire, donc avec des associations, etc. Il y a vraiment une attention extrêmement particulière accordée à la fois par Massif et par Unicité à ce qu'on ait une diversité des profils. Et là-dedans, on a effectivement des jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires, mais on a aussi des jeunes réfugiés. Et de mémoire, sur la promo là, qui est en cours, on a 5 réfugiés. J'ai le temps de répondre très rapidement. Ouais. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est pour ça que je démarrais en disant que le préalable, ce serait de définir ce qu'est une personne éloignée de l'emploi. Et du coup, la petite précision que j'apporterais, c'est que finalement, dans des structures d'insertion, on va avoir des parcours, enfin, on va avoir des personnes avec des profils et des niveaux d'éloignement de l'emploi qui sont très différents. Et finalement, est éligible à un parcours d'insertion officiel une personne qui est déclarée comme telle par un acteur social qui en a l'habilitation. Et vous voyez que ça laisse des marges d'interprétation qui sont assez significatives. Donc, et parfois, moi j'ai déjà entendu des débats entre deux acteurs qui disent « Oh, bah, lui, franchement, non, il pourrait travailler dans une entreprise classique directe ». Donc c'est pour ça que tout ça est vraiment à prendre avec des pincettes et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on ne peut pas prendre les gens par catégorie. Les réfugiés ne peuvent pas, bien sûr que non, en fait, c'est à prendre au cas par cas. Mais de manière générale, les personnes qui sont parmi les plus exclues et qui cumulent de nombreuses difficultés, pour moi, ont quand même besoin d'un accompagnement pour se sentir bien dans l'entreprise et pour que l'intégration puisse se faire sur des bases saines et se penser sur la durée. Attention, ça a changé le recrutement des services d'insertion. Maintenant, on passe par inclusion.beta.fr et maintenant, en tant que structure d'insertion, on peut nous-mêmes déclarer si le salarié on peut nous-mêmes, en tant que dirigeant de structure d'insertion ou en DRH d'une structure d'insertion, voir si la personne est éligible à un parcours d'insertion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la directe nous donne une aide au poste de 10 000 € par an par salarié d'insertion. La directe, on a un dialogue de gestion et elle nous impose des objectifs très opérationnels, très clairs. Il nous faut, par exemple, dans le département du 92, on a droit à 50% de bénéficiaires du RSA. Donc, en fait, un réfugié n'est pas bénéficiaire du RSA. S'il n'est pas bénéficiaire du RSA, il n'est pas éligible à l'insertion. Il nous faut 50% de bénéficiaires du RSA. Ou il nous faut 100% de demandeurs d'emploi longue durée. Donc un réfugié, ils sont inscrits à Pôle emploi depuis plus de 2 ans. C'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà, c'est un peu compliqué ça. Tout à fait d'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut conclure? On va vraiment la place. Alors, merci à tous. N'hésitez pas à aller voir du coup